Un millionnaire s'est rendu chez sa cuisinière pour la renvoyer à cause de ses retards. Mais en regardant par la fenêtre, il a fondu en larmes en voyant un petit garçon identique à son fils décédé. Le silence régnait dans les couloirs, marbrés de la demeure Moreau, vaste et majestueuse, plantée à la lisière des forêts calmes de la banlieue lyonnaise. Aucun son ne trahissait la présence de vie, hormis le tic-tac régulier de l'horloge ancienne, suspendue dans le grand hall. Jean Moreau, quadragénaire à la stature imposante et aux yeux d'un gris dur comme l'acier, avançait lentement vers son bureau. Il portait toujours ses costumes impeccablement taillés, même les jours sans rendez-vous, comme si chaque pli repassé de sa veste pouvait maintenir un semblant d'ordre dans le chaos intérieur qu'il dissimulait depuis 6 ans. Depuis là, mort de Théo, son unique fils, Jean n'avait plus ri. Le garçon était tout pour lui. La joie, la lumière, la promesse d'un avenir qu'il avait soigneusement planifié. Une voiture, un instant, une sirène trop tard, et tout avait été balayé. Il avait enterré son enfant par une matinée pluvieuse de novembre, et avec lui, une part de lui-même. Depuis, il s'était enfermé dans un mutisme émotionnel absolu. Il ne recevait plus d'invités. Il n'ouvrait plus les volets du 4e étage, où se trouvait la chambre de Théo figée dans le temps comme un mausolée personnel. Il n'acceptait ni le désordre ni l'imprévu. Son monde était devenu rigide, froid, sans faille apparente. Ce matin-là, Jean consultait un rapport lorsqu'il remarqua que le plateau du petit déjeuner n'avait pas été retiré. Son café était tiède, les viennoiseries restaient intactes. Il consulta sa montre. 8h45. Mireille Dubois était en retard, encore. C'était la 3e fois en 2 semaines. Elle, la cuisinière qu'il avait engagée par recommandation, une femme discrète, efficace qui avait jusque-là respecté ses règles strictes avec une rigueur quasi militaire. Il ne comprenait pas ces retards répétés et cela éveillait en lui une exaspération froide. Jean détestait les excuses. Il méprisait les explications floues, les contretemps personnels, les larmes silencieuses que certains employés laissaient échapper comme si cela pouvait racheter leur manquement. À ses yeux, l'efficacité ne s'accommodait d'aucune faille humaine. La ponctualité était une dette, et chaque minute de retard une trahison. Ce matin-là, il décida de trancher. Il ne délèguerait pas cette tâche à son intendant. Il irait lui-même mettre fin au contrat de Mireille. Il enfila son manteau gris foncé, attrapa les clés de sa voiture et descendit les marches avec une détermination froide. La Bentley noire sortit du garage dans un ronronnement feutré. Sur le trajet, les souvenirs de Théo venaient parfois troubler sa concentration, mais Jean les repoussait avec l'efficacité d'un homme qui avait appris à survivre à l'invivable. Il fixait la route, chaque virage maîtrisé, chaque feu respecté avec une rigueur presque militaire. Il n'était pas homme à faire des détours, ni sur la route, ni dans la vie. Mireille habitait dans un quartier modeste du nord de Lyon, une zone résidentielle bordée d'arbres dont les feuilles mortes colorèrent le trottoir. La maison était petite, propre, avec une haie taillée simplement et une boîte aux lettres rouillée qui penchait sous le poids du temps. Jean se gara devant la grille sans couper le moteur. Il resta un instant assis, les mains serrées sur le volant, le regard fixé sur la façade. Il allait frapper, dire ce qu'il avait à dire et partir. Aucun détour, aucune hésitation. Mais au moment où il leva la main pour ouvrir la portière, quelque chose attira son attention. Une silhouette, en mouvement, à travers la fenêtre. Il tourna lentement la tête. Dans le jardin derrière la maison, un enfant jouait. Un petit garçon, blond, énergique, riant tout seul à une aventure imaginaire qu'il vivait avec un vieux ballon et 2 bouts de bois. Jean sentit son cœur manquer un battement. Il se pencha un peu plus. Le garçon mince, vif, portait un t-shirt bleu trop grand pour lui et un short rapiécé. Mais ce n'était pas cela qui avait frappé Jean. C'était autre chose. Les traits de ce visage, la forme du menton, le regard, la manière dont il courait. Tout, absolument tout, lui rappelait Théo. Il resta figé, incapable de détourner les yeux. Le garçon sauta sur une pierre, fit semblant de s'élancer comme un super-héros, les bras levés. Jean aurait pu jurer qu'il avait vu Théo faire ce même geste dans leur jardin des années plus tôt. Il avait cet éclat dans les yeux, ce même sourire espiègle, cette joie sauvage que la mort avait volée à Jean. Sa main retomba sur ses genoux. Il n'avait plus la force de sortir. Puis la porte arrière de la maison s'ouvrit.
Mireille apparut, un torchon à la main. Elle cria quelque chose au garçon que Jean n'entendit pas. Le petit se retourna, sourit encore plus grand et courut vers elle en criant « Maman !» Jean eut l'impression que l'air lui manquait. Ce mot résonna en lui comme une cloche brisée. Il ne bougea pas. Le monde autour de lui semblait s'être figé. Il ne voyait plus que cette scène, l'enfant dans les bras de sa mère, une image qui lui rappelait tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer revoir. Ses mains tremblèrent légèrement sur le cuir du volant. Il resta là encore de longues secondes, absorbé avant de reprendre enfin ses esprits. Il ne savait plus pourquoi il était venu. Il ne savait plus s'il avait vraiment voulu renvoyer Mireille ou si cette décision avait été une excuse. Tout semblait irréel maintenant, comme un rêve éveillé dans lequel les frontières du passé et du présent s'étaient floutées sans avertissement. Il coupa le moteur, sortit enfin de la voiture et marcha lentement vers la porte de la maison, sans savoir que ce moment précis allait marquer le début d'un bouleversement que ni le temps ni la logique ne pourraient contenir. Jean s'approcha de la porte, le cœur battant à un rythme qu'il ne reconnaissait plus. Chaque pas lui semblait irréel, comme si ses chaussures pesaient une tonne. Il n'avait pas encore frappé, pas encore décidé ce qu'il allait dire à Mireille, mais tout son esprit restait fixé sur l'enfant. Il tentait de chasser cette idée absurde, cette pensée impensable. Ce garçon dans le jardin, il était trop semblable, beaucoup trop. Ce n'était pas une simple ressemblance. C'était un miroir vivant, une présence qui réveillait une mémoire physique, viscérale, un cri silencieux venu du fond de l'âme. Il s'arrêta sur le seuil, prêt à frapper, quand il entendit la voix de Mireille à travers la porte entr'ouverte. Elle parlait doucement, dans un ton maternel, pressé par les horaires du matin. Puis le garçon répondit, joyeux, courant, d'une pièce à l'autre. Jean resta figé, la main levée. Il connaissait ce timbre. Ce n'était pas seulement la ressemblance physique. Même la voix du petit avait cette tonalité, ce ton aigu qui faisait vibrer quelque chose de brisé en lui. La porte s'ouvrit soudain. Mireille, les cheveux attachés à la hâte, le regard fatigué mais vif, apparut sur le seuil. Elle s'arrêta net en le voyant. La surprise fut immédiate. Elle ne s'attendait pas à une visite, encore moins à le voir là, devant sa porte, dans ce quartier populaire si éloigné de l'élégance glaciale de sa demeure. « Monsieur, Moreau ?» murmura-t-elle, visiblement déconcertée. « Est-ce qu'il y a un problème ?» Jean ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son regard glissa derrière elle, vers l'intérieur de la maison. Et là, dans le couloir, le garçon apparut. Pieds nus, une cuillère dans une main et un petit bol de céréales dans l'autre, il s'arrêta en voyant l'homme en costume. Ses yeux grands ouverts rencontrèrent ceux de Jean, et ce dernier sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un mirage né du chagrin. Le garçon existait. Il était là, vivant, réel. Mireille tourna la tête pour voir ce qui accaparait l'attention de Jean. Elle sourit au petit. « Lucas, va finir ton petit déjeuner, s'il te plaît. » Mais Lucas ne bougea pas. Il observait Jean avec une curiosité tranquille. Puis, dans un élan spontané, il s'approcha lentement, posa son bol sur la table basse du salon et revint vers l'entrée. Jean ne pouvait détacher ses yeux de lui. C'était une scène déchirante. Ce garçon qui avançait, si semblable à Théo, qu'il lui sembla un instant que le temps s'était replié sur lui-même. « Bonjour, monsieur », dit Lucas avec un petit sourire timide. Jean baissa légèrement, les yeux vers lui. Il voulait répondre, mais les mots semblaient en s'être perdus quelque part entre le choc et la douleur. Il força un sourire. « Bonjour, jeune homme. » Lucas regarda sa mère, puis Jean. « Tu es un ami de maman ?» Avant que Mireille ne réponde, Jean trouva la force de parler. « Je suis venu lui parler d'un petit souci. Rien de grave. » Mireille fronça légèrement les sourcils. Elle comprenait que quelque chose clochait, mais elle n'insista pas. Elle invita Jean à entrer. Il refusa poliment, prétextant être pressé. Il lança alors un regard furtif vers le salon, apercevant les dessins d'enfants éparpillés sur la table, un cartable ouvert, une petite paire de chaussures au pied du canapé. C'était un monde vivant, simple, modeste, mais rempli d'une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il inspira profondément. « Je voulais juste vérifier si tout allait bien, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Vous avez été en retard ces derniers temps. Je me suis inquiété. Je sais que ce n'est pas habituel. » Mireille hocha la tête, soulagée que le ton soit calme. « Je suis désolé, vraiment.
Lucas a eu quelques soucis de santé ces derniers jours et... Jean leva la main pour interrompre doucement. Ce n'est pas grave. Je voulais seulement m'assurer que tout allait bien. Mireille acquiesça. Elle avait l'air soulagée mais aussi intriguée. Il y avait dans les yeux de son employeur une expression qu'elle n'avait jamais vue. Pas de colère, pas de froideur. Quelque chose d'autre. Un trouble qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Merci de votre compréhension », dit-elle enfin. Jean recula d'un pas, puis regarda une dernière fois Lucas, qui était maintenant retourné vers ses jouets. Il leva la main pour lui dire au revoir. Le garçon répondit avec un geste enthousiaste, avant de s'asseoir sur le tapis, absorbé par une construction de Lego. Jean remonta dans sa voiture en silence. Une fois assis, il ne démarra pas tout de suite. Il resta là, les mains sur le volant, à regarder à travers le pare-brise. Le monde autour de lui semblait inchangé, mais en lui, tout avait basculé. Ce n'était pas une simple coïncidence. Ce garçon, Lucas, avait ravivé une blessure ancienne avec une intensité qu'il n'aurait jamais cru possible. Il n'arrivait pas à se convaincre que c'était juste une ressemblance. Le cœur ne mentait pas. Ce qu'il avait ressenti en croisant ce regard d'enfant, c'était une vérité brutale, éclatante, impensable. Il redémarra enfin le moteur. Mais au lieu de prendre la route de la maison, il roula sans but, les pensées noyées dans un tumulte d'images et de souvenirs. Théo courant dans le jardin, Théo construisant des châteaux, Théo riant courant vers lui, et maintenant Lucas. Lucas avec ce même rire, cette même lumière, un prénom, un sourire, une voix, et voilà que les fondations d'une certitude de 6 ans s'effondraient sans un bruit. Jean rentra chez lui plus tard que prévu. La lumière grise de l'après-midi glissait lentement sur les murs pâles de sa demeure, s'épaississant dans les recoins comme une brume silencieuse. Il passa la grille sans même s'en apercevoir, salua mécaniquement l'intendant qui ouvrit la porte, puis traversa le vestibule comme une ombre. Le plateau du déjeuner, toujours posé sur le guéridon du salon, attendait d'être débarrassé. Il n'y prêta aucune attention. Tout son esprit restait prisonnier de cette scène qu'il venait de quitter. Le garçon dans le jardin, le sourire, le regard, et ce mot, lâché sans y penser, « maman ». Il se revoyait figé, debout devant la maison de Mireille, luttant pour cacher le tremblement dans sa voix, incapable de trouver les mots qu'il était venu prononcer. Il se servit un verre d'eau, mais ne le but pas. Il resta debout dans la cuisine, les yeux dans le vide. Il s'interrogeait. Il tournait les faits dans son esprit comme un puzzle dont les pièces ne devraient pas s'emboîter, mais qui pourtant commençait à former une image. Lucas. Ce prénom revenait sans cesse, Lucas. Il avait une consonance douce, familière, mais aussi douloureusement étrangère. Jean n'avait jamais entendu ce nom dans son entourage proche. Et pourtant, à l'instant où l'enfant l'avait prononcé, il avait ressenti une résonance étrange, un écho venu du passé. Il monta à l'étage, traversa le long couloir, du premier palier, et s'arrêta devant la porte du bureau. Sur le mur à droite, un tableau, une photo encadrée de Théo sur un poney, prise lors de vacances en Normandie. Le regard de l'enfant tourné vers l'objectif avait la même intensité que celui de Lucas. Jean effleura le verre du cadre et une bouffée de chaleur monta dans sa gorge. Il ouvrit enfin la porte du bureau, alluma la lampe de lecture et se dirigea vers une grande armoire en acajou. Il sortit une boîte noire, épaisse, qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des photos, des carnets, des souvenirs. Il s'assit lentement et commença à feuilleter les images. Théo bébé, Théo avec son premier gâteau, Théo courant dans la neige. Et au fil des pages, les souvenirs devenaient plus précis. Il reconnaissait les tenues, les lieux, les moments. Chaque image le ramenait à un instant révolu. Et plus il regardait, plus l'image de Lucas s'imposait. Le visage, les expressions, même les gestes. Il n'y avait pas de doute. Les 2 enfants se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Il ferma la boîte brusquement. Ce n'était plus de la nostalgie, c'était autre chose. Une certitude rampante, effrayante. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta net. Un détail venait de lui revenir. Mireille. Elle n'avait pas toujours été cuisinière. Elle avait travaillé autrefois dans l'une de ces sociétés. Il s'en souvenait à peine. Un contrat temporaire, peut-être 6 ou 8 mois. Il n'y avait prêté aucune attention à l'époque. Mais maintenant, tout prenait un sens nouveau. Il retourna au bureau,
alluma son ordinateur et se connecta au système interne de gestion du personnel. Il lança une recherche par nom. Dubois. Plusieurs résultats. Il affina par prénom Mireille. Un seul dossier apparut. Il cliqua. Le cœur battant, il lut « Embauché en contrat à durée déterminée pendant 6 mois, affecté au service administratif d'une filiale de la holding. Date de début, janvier. Date de fin, fin juin. Année, 7 ans plus tôt. » Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lucas avait 6 ans. Mireille avait travaillé pour lui presque exactement 9 mois avant la naissance supposée de l'enfant. Il n'était pas homme à croire aux coïncidences. Et pourtant, il restait un élément flou, fléchi par le temps, le souvenir d'un flirt léger, à peine plus qu'un échange de regards insistants, un verre partagé après, une réunion de service, un soir d'ennui et de solitude. Il se souvenait d'avoir croisé plusieurs fois une jeune femme aux yeux discrets et à la voix douce. Et maintenant, il se demandait si cette femme n'avait pas été Mireille. Il tenta de reconstituer le puzzle mentalement, pièce par pièce, le prénom du garçon, la ressemblance frappante, le calendrier, ce souvenir enfoui d'une nuit peut-être, oublié. Et la distance de Mireille, sa manière de toujours éviter les discussions personnelles, comme si elle gardait précieusement une vérité qu'elle ne voulait pas partager. Jean sentit monter en lui une émotion confuse. Espoir, colère, doute, et au-dessus de tout une peur viscérale. Et si Lucas était son fils? Et si ce garçon, qu'il avait failli ignorer en renvoyant sa mère pour un retard, était le fruit d'une vie qu'il avait laissé passer sans le savoir? Il resta assis là des heures durant, dans le silence de son bureau, à observer le vide. Tout en lui vacillait. Sa logique, sa rigueur, son armure soigneusement construite depuis la mort de Théo. Ce garçon remettait tout en question. Il n'avait pas dormi, il ne voulait pas fermer les yeux. Car s'il rêvait, ce serait encore pire. Il voulait rester réveillé. Il voulait se souvenir et surtout, il voulait comprendre. Le lendemain matin, Jean se leva avant l'aube. Il n'avait presque pas dormi. Le poids des révélations possibles, des souvenirs qui se pressaient aux portes de sa mémoire, l'avait tenu éveillé toute la nuit. Il errait dans la maison comme un fantôme, incapable de retrouver sa routine glaciale. Pour la première fois depuis des années, le silence des couloirs lui pesait. Il fixait les tableaux, les portes closes, les fenêtres encore couvertes de rideaux épais. Même les horloges semblaient battre un rythme différent, comme si le temps lui-même s'était mis en attente. Il prit un café noir, amer, sans sucre, et resta debout près de la grande baie vitrée du salon. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les branches nues des arbres. Il pensait à Lucas. Ce prénom continuait à résonner en lui comme une vérité suspendue. Et la ressemblance avec Théo n'était plus une simple coïncidence. Elle devenait une évidence obsédante. Plus il s'en souvenait, plus les gestes du garçon, son regard, sa voix, s'entremêlaient au souvenir de son propre fils. Mais, plus encore, c'était ce sentiment irrationnel qu'il avait éprouvé en présence de l'enfant, ce frisson d'intuition pure qui refusait de le quitter. Il décida alors de ne plus attendre. S'il y avait une vérité à découvrir, elle ne viendrait pas en contemplant les ombres du passé. Il fallait creuser, chercher, assembler ce qui avait été brisé. Jean commença par contacter son ancien directeur des ressources humaines sous prétexte d'une vérification de routine. Il demanda des dossiers anciens, notamment ceux liés aux employés temporaires de la filiale de Bourg-en-Bresse, là où Mireille avait travaillé. Il exigea les feuilles de présence, les dates exactes de congé, les détails administratifs, tout ce qui pourrait lui offrir un point d'ancrage. Dans l'après-midi, il reçut les documents par courrier sécurisé. Il les ouvrit d'un geste fébrile. Les dates étaient là imprimées noir sur blanc. Embauche de Mireille Dubois, début janvier. Fin de contrat, 28 juin. Année, exactement 7 ans auparavant. Jean s'appuya contre le dossier de son fauteuil, les yeux fixés sur les chiffres. Lucas avait 6 ans. L'écart correspondait parfaitement à une grossesse commencée à la fin du contrat. Il se rappelait maintenant quelques détails flous, un pot de départ, une jeune femme qui n'avait pas dit un mot, des regards fuyants. Il retourna dans la pièce où il gardait les albums photos de Théo, et pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à tout ouvrir. Il sortit les albums, les cassettes, les carnets de croquis. Il voulait voir, il voulait comparer. Théo a 2 ans, Théo a 3 ans. Chaque image lui arrachait une bouffée de douleur, mais il continuait.
Il trouvait dans les gestes de Théo des échos évidents de ceux de Lucas, même manière de pencher la tête en dessinant, même rictus concentré quand il tenait un objet, délicat, et surtout cette lumière dans les yeux. Jean se souvenait aussi du jour où Théo était tombé dans les escaliers. Il avait eu une cicatrice légère au-dessus du sourcil gauche. Jean, la veille, avait aperçu chez Lucas une petite marque au même endroit. Était-ce le hasard? Une blessure banale chez un enfant de cet âge? Ou bien autre chose? Plus il plongeait dans les souvenirs, plus il voyait le fil invisible se tendre entre les deux garçons. Il tenta de se rappeler plus précisément son interaction passée avec Mireille. Il se souvenait d'une réunion en petit comité, d'un soir où, après le départ des cadres supérieurs, ils avaient partagé un verre de vin. Il avait été vulnérable cette nuit-là. Sa femme venait de quitter la ville pour un déplacement médical avec Théo, et lui, fatigué, seul, avait été plus loquace qu'à l'accoutumée. Il se souvenait de la lumière tamisée, de la musique légère, et d'un rire discret, celui d'une femme attentive. Et si cela avait été cette nuit-là? Une nuit dont ni lui ni elle n'avaient jamais parlé, une nuit peut-être volontairement oubliée? Il n'avait jamais songé à cette possibilité, jamais imaginé que cela puisse avoir une suite. Il n'avait pas cherché à recontacter Mireille après la fin de son contrat. Il avait repris sa vie, occupé, distant, jusqu'à la mort de Théo qui avait tout détruit. Et pendant tout ce temps, ailleurs dans la ville, un enfant grandissait peut-être, son enfant, sans qu'il en sache rien. Jean passa le reste de la journée enfermé dans son bureau, entre les papiers, les souvenirs et les hypothèses. Il nota sur un carnet toutes les dates importantes, la période du contrat de Mireille, la naissance probable de Lucas, les mois critiques. Tout concordait trop bien. Il était désormais convaincu que ce n'était pas un enchaînement d'événements fortuits. Mireille savait, ou du moins elle avait su. Elle avait choisi de garder le secret. Avait-elle eu peur? Avait-elle voulu épargner Théo? Avait-elle cru qu'un homme aussi rigide, aussi replié sur lui-même, ne pourrait jamais accueillir un second enfant? Il pensait à Lucas, à son regard, lorsqu'il l'avait vu. Il se demandait s'il avait ressenti la même chose. Cette étrange reconnaissance, ce lien instinctif que les mots ne peuvent expliquer. Jean ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Il n'était pas prêt à confronter Mireille, pas encore. Il voulait l'observer, comprendre ses silences. Il voulait approcher Lucas, lui parler sans rien brusquer. Pas pour confirmer une suspicion, mais pour entendre, voir, sentir de ses propres yeux. Le passé avait laissé une cicatrice que Jean croyait éternellement fermée. Mais ce garçon, ce petit être si semblable à celui qu'il avait perdu, avait rouvert cette plaie d'un simple sourire. Le passé n'oubliait pas. Il attendait, patient, dans les replis du cœur. Et maintenant, il réclamait ses réponses. Le jour suivant, Jean se leva sans réveil. Son esprit, agité par 1000 pensées, avait à peine goûté au sommeil. Il descendit lentement l'escalier principal, les marches résonnant comme un métronome, sinistre dans l'immensité du manoir. La lumière froide de l'hiver traversait les vitres, étalant sur le sol des taches pâles et mouvantes. Le personnel s'activait discrètement, mais personne n'osa interrompre sa marche. Il portait ce regard fixe, celui qu'il n'arborait que lorsqu'un problème le hantait de l'intérieur, et que rien ni personne ne semblait pouvoir dissiper. Jean s'enferma dans son bureau, ouvrit à nouveau le dossier de Mireille, puis aligna les papiers sur le bureau avec une rigueur presque obsessionnelle. Il les relut tous un à un comme s'il cherchait une erreur, une faille dans la structure du hasard. Mais non, tout était parfaitement clair. L'embauche de Mireille, début janvier. La fin de son contrat, fin juin. Lucas, aujourd'hui âgé de 6 ans, serait né vers novembre ou décembre, selon les estimations biologiques. Cela signifiait qu'il avait été conçu vers la fin de son contrat, peut-être pendant son dernier mois dans l'entreprise. Jean n'avait plus besoin de confirmation médicale. Pour lui, les dates s'emboîtaient avec une précision troublante, et pourtant, une voix intérieure continuait à résister. Était-ce seulement son espoir qui parlait, ou sa culpabilité, celle de n'avoir pas prêté attention à une femme qui avait peut-être porté son enfant en silence? Le doute, même dans l'ombre de la certitude, le rongeait. Il se leva, fit les 100 pas, puis s'arrêta devant l'une des grandes fenêtres. Dehors, le jardin était vide, glacé par le givre. Il y voyait encore Théo courir sous le soleil, même si cette image n'existait plus que dans sa mémoire déformée. Il pensa à Mireille, à sa discrétion,
à cette distance polie qu'elle maintenait toujours, même après des mois de service. Elle n'avait jamais rien demandé, jamais évoqué son passé. Elle faisait son travail, soignait chaque détail, mais gardait toujours une part d'elle-même en retrait. Jean se demanda maintenant si cette réserve n'était pas une protection, une barrière contre une vérité qu'elle voulait à tout prix dissimuler. Il se souvint alors d'un détail qui, jusqu'ici, lui avait échappé. Une discussion, anodine, survenue quelques semaines après qu'il eut embauché Mireille. Elle avait refusé une augmentation, prétextant qu'elle ne pouvait pas assumer davantage d'heures. Il avait trouvé cela étrange. Peu d'employés refusaient une offre d'amélioration salariale. Mais maintenant, cela prenait un tout autre sens. Elle avait peut-être voulu limiter sa présence, garder Lucas loin de la demeure Moreau, loin d'un homme qui ne savait rien, mais dont le simple regard pourrait tout deviner. Jean retourna à son bureau, s'assit et sortit un carnet vierge. Il traça une ligne chronologique, notant les mois, les événements, les anomalies. Il inscrivit « Février, réunion tardive, présence de Mireille confirmée ». Puis « Mai, pot de départ annoncé, pas de discours de Mireille ». Enfin, « Juin, fin du contrat, aucune prise de contact après ». Il ajouta une étoile rouge au mois de mars sans pouvoir expliquer pourquoi. Quelque chose dans son souvenir insistait sur ce mois-là. Il décida alors de faire ce qu'il n'avait jamais osé faire depuis la mort de Théo, ouvrir les archives de vidéosurveillance de son entreprise. Les enregistrements, archivés numériquement, étaient conservés pour des raisons juridiques pendant plusieurs années. Il contacta le responsable technique et demanda un accès aux bandes de cette année-là, prétextant une vérification liée à un vieux litige. Le technicien, surpris, obéit sans poser de questions. Jean passa l'après-midi entier à visionner les séquences, en accéléré, cherchant une trace de Mireille. Il la vit passer dans les couloirs, discrète, évitant les regards, toujours concentrés. Puis il trouva enfin ce qu'il cherchait, une soirée de mars. Le hall d'entrée était presque vide. Il pleuvait dehors. Mireille, en manteau beige, tenait un parapluie fermé. Jean, lui, entrait dans le cadre tenant une mallette, l'air fatigué. Ils s'arrêtèrent l'un devant l'autre. La conversation n'avait pas de son, mais leur corps parlait. Elle sourit timidement. Il inclina la tête puis dit quelque chose. Elle rit légèrement. Il fit un geste de la main. Elle répondit. Ils se dirigèrent vers la cafétéria du bâtiment. La caméra suivante les montra assis à une table, seuls. Un quart d'heure, puis une demi-heure. Ils parlèrent et à un moment, Mireille posa sa main sur la table, très près de celle de Jean. Il ne se souvenait pas de ce moment, mais le corps, lui, reconnaissait l'intimité. Jean coupa la vidéo, le cœur battant. Il venait de voir l'origine d'un souvenir flou, enfoui sous des années de douleur et de silence. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une invention de son esprit blessé. Il y avait eu un moment, une connexion. Et tout s'était joué là, dans cette demi-heure oubliée, à la lumière artificielle d'un réfectoire vide. Il éteignit l'ordinateur et resta un long moment immobile, les mains posées sur ses genoux. L'idée que Lucas puisse être son fils n'était plus un fantasme. C'était une hypothèse sérieuse, logique, tangible. Il ne savait pas encore comment en parler à Mireille. Il ne savait pas comment aborder Lucas, mais il savait une chose, il ne pouvait plus rester spectateur. Quelque chose en lui avait besoin de savoir, et ce besoin devenait chaque jour plus brûlant, plus profond. Théo n'était plus, il ne reviendrait jamais, mais Lucas vivait. Et avec lui, peut-être, une part de Jean pouvait renaître. Jean passa les jours suivants à observer, à calculer, à préparer le terrain, avec une précision presque militaire. Il ne voulait pas confronter Mireille de manière brutale, pas sans comprendre d'abord ce qu'elle savait, ce qu'elle soupçonnait ou redoutait. Une confrontation directe risquait de tout briser, de refermer définitivement cette porte fragile qui venait tout juste de s'entr'ouvrir. Il décida donc d'approcher les choses autrement, par la présence, par la patience et surtout par le regard qu'il poserait sur Lucas. Car plus il repensait au garçon, plus il se persuadait que ce lien qu'il ressentait n'était pas un mirage né du deuil, mais une vérité à peine voilée. Un matin, il fit préparer un panier garni, prétextant une gratitude pour le travail de Mireille. Il s'y rendit en personne, sans chauffeur, comme pour garder ce geste simple, humain. Elle ouvrit la porte, surprise, et s'effaça pour le laisser entrer. Jean, vêtu de façon plus décontractée que d'habitude, se présenta sans mentionner
de motifs précis. Il parla du froid, du temps qui changeait, du travail. Lucas, entendant la voix de sa mère, arriva en courant depuis le salon et s'arrêta net en voyant Jean. « Bonjour, monsieur Jean », lança-t-il avec enthousiasme. Jean sourit sincèrement. « Bonjour, Lucas. Tu te souviens de moi ?»« Oui, tu es venu quand j'étais en pyjama », répondit l'enfant avec naturel. Mireille esquissa un rire discret, un peu tendu. Jean s'agenouilla légèrement pour être à hauteur du garçon. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il. Lucas hocha la tête. « Beaucoup. Et j'aime dessiner des planètes. » Jean sortit alors un petit livre illustré qu'il avait apporté, un atlas simplifié des constellations, coloré et pédagogique. « C'est pour toi. Un petit cadeau. Tu pourras apprendre les étoiles. » Le regard de Lucas s'illumina. Il prit le livre avec délicatesse, comme s'il tenait un trésor. « Merci, monsieur Jean. » Il courut le montrer à sa mère qui le remercia poliment mais avec une réserve perceptible. Elle l'invita à s'asseoir, lui servit un café et resta debout, visiblement mal à l'aise. Jean la rassura d'un ton doux. « Je ne suis pas venu en patron. Je suis venu en homme qui admire ce que vous faites, ici, chez vous. Élever un enfant seul, ce n'est pas rien. » Mireille baissa les yeux. « Je fais de mon mieux. Je le vois. Lucas est un garçon intelligent, respectueux. Il a de la lumière en lui. » Il y eut un silence. Jean reprit presque à voix basse. « Il me rappelle quelqu'un que j'ai perdu. » Mireille ne répondit pas tout de suite. Elle resta figée, les mains sur la nappe, puis détourna le regard vers la fenêtre. Jean n'insista pas. Il savait qu'il venait d'effleurer une frontière invisible. Il termina son café lentement, puis proposa comme en passant. « Si jamais Lucas a besoin d'aide pour l'école, je connais des gens qui pourraient le soutenir. Des professeurs particuliers, des ateliers scientifiques. Je pourrais l'inscrire s'il veut. » Mireille le fixa longuement, surprise. « Vous feriez ça ? Bien sûr, je crois que ce garçon a un potentiel énorme. Et je serais honoré de l'aider à l'explorer. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Je vous remercie. C'est très généreux. » Ce fut la première brèche. À partir de ce jour, Jean vint régulièrement, toujours avec une excuse légitime. Un livre, un jeu éducatif, une proposition d'activité. Il ne franchissait jamais la ligne, ne posait jamais de questions sur le père de Lucas, mais son regard disait tout. Mireille, au début sur ses gardes, commença peu à peu à s'habituer à sa présence. Elle restait prudente, réservée, mais acceptait ses propositions. Lucas, lui, s'attacha rapidement à cet homme attentif, calme, qui lui parlait avec sérieux et douceur. Il se mit à attendre ses visites, à préparer des dessins, à poser 1000 questions sur les étoiles, les machines, les grandes inventions. Jean observait. Il étudiait le moindre geste du garçon. Il s'émerveillait devant ses raisonnements, ses élans de curiosité. Il retrouvait en lui des éclats de Théo, mais aussi des choses nouvelles, uniques, qui faisaient de Lucas un être à part entière. Et dans ces moments, quelque chose en lui se reconstruisait lentement. Une brèche dans la douleur, une faille dans le deuil. Un dimanche, Jean proposa une sortie au planétarium. Mireille hésita, mais Lucas insista tellement qu'elle accepta. Ce fut une journée simple, mais pleine de petits instants révélateurs. Lucas marchait entre eux deux, posant 1000 questions, tenant parfois la main de Jean sans y penser. Mireille observait cette complicité avec une inquiétude silencieuse, mais aussi une forme de soulagement étrange. Sur le chemin du retour, Jean proposa une autre idée. « Et si Lucas venait parfois chez moi pour étudier et jouer ? J'ai une grande bibliothèque, des instruments. Il pourrait apprendre beaucoup. » Mireille resta muette quelques secondes. Elle savait ce que cela impliquait. Elle sentit que le monde qu'elle avait soigneusement construit risquait de se fissurer. Mais elle vit le visage de son fils, tourné vers elle plein d'attente. « D'accord, dit-elle doucement, mais seulement sous certaines conditions. » Jean inclina la tête. « Tout ce que vous déciderez sera respecté. Je ne veux rien imposer. Je veux simplement être là. » Le mot « être là » resta suspendu dans l'air comme une promesse indicible. Mireille comprit alors que Jean savait, peut-être pas tout, peut-être pas avec certitude, mais il sentait. Et dans ce silence, chacun accepta tacitement de continuer ce fragile rapprochement sans nommer encore ce qu'ils pressentaient tous, les deux. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un rythme nouveau, presque étrange pour Jean. Son emploi du temps, autrefois réglé au millimètre,
commença à se réorganiser discrètement autour des visites de Lucas. Il trouvait du temps qu'il n'avait jamais cru posséder. Il reportait des réunions, déléguait certaines tâches, ouvrait des espaces dans ses journées. À ceux qui l'entouraient, il prétendait vouloir se retirer progressivement de la gestion directe de ses affaires. Mais la vérité était ailleurs, bien plus intime, bien plus profonde. Il voulait être là lorsque Lucas arrivait. Il voulait entendre ses pas dans le couloir, ses questions pressées, son rire clair qui résonnait entre les murs depuis trop longtemps silencieux. Le garçon venait 2 fois par semaine à la maison Moreau, toujours accompagné par Mireille, qui restait en retrait parfois dans la cuisine, parfois sur un banc du jardin, feuilletant un livre, regardant de loin. Elle observait les échanges entre son fils et cet homme qu'elle avait soigneusement évité pendant des années. Elle voyait la tendresse cachée dans les gestes de Jean, la manière dont il écoutait Lucas, comme s'il redécouvrait la vie à travers ses yeux. Et cela l'émouvait autant que cela l'effrayait. Elle ne savait plus si elle devait protéger Lucas de cette affection naissante ou s'en réjouir en silence. Dans la vaste bibliothèque de la maison, Jean avait aménagé un coin spécial, un petit bureau, une étagère à hauteur d'enfant remplie de livres illustrés, une maquette du système solaire suspendue au plafond. Lucas passait des heures à écouter Jean lui expliquer les planètes, les inventions, les histoires de grands explorateurs. Il avait une soif de savoir qui rappelait douloureusement à Jean celle de Théo. Mais il y avait quelque chose de différent. Aussi, Lucas posait des questions plus profondes, regardait les choses avec un sérieux inattendu pour son âge. « Pourquoi le soleil ne tombe pas ?» avait-il demandé un jour. Jean avait souri, pris le temps d'expliquer les orbites, la gravité, les lois invisibles qui maintiennent l'univers en équilibre. Lucas écoutait, fasciné, puis finissait toujours par dessiner ce qu'il avait compris. Des feuilles entières recouvertes de traits, de couleurs, de planètes imaginaires. Jean gardait chaque dessin, les classait dans une chemise qu'il n'avait montrée à personne. C'était sa manière de garder une trace de ce qui lentement reprenait vie en lui. Les échanges entre Jean et Mireille restaient polis, mesurés, parfois un peu froids. Mais derrière chaque mot, chaque silence, se tissait une tension douce et persistante. Il ne parlait jamais du passé, jamais de ce qui avait pu se passer dans cette entreprise 7 ans plus tôt. Jean n'abordait pas la question. Il savait que le moment viendrait, mais pas encore. Il sentait que Mireille gardait ses défenses, même si ses regards devenaient parfois plus longs, moins méfiants. Un jour, en raccompagnant Lucas à la voiture, Jean osa une question. « Il est heureux, n'est-ce pas ?» Mireille s'arrêta, le fixa un instant. « Oui, il est heureux. Il a ses habitudes, ses amis. Il aime apprendre. »« Il est exceptionnel, » dit Jean avec sincérité. Elle hocha la tête, mais ne répondit rien. Il ajouta, presque en murmurant, « Je suis honoré de pouvoir lui apporter quelque chose. » Mireille détourna le regard, fixant un point invisible dans les arbres. « Il a toujours été curieux. Il pose trop de questions. Il veut tout comprendre. »« Ce n'est pas un défaut, » répondit Jean. « Non, concéda-t-elle. Mais parfois il voit plus que ce qu'on voudrait qu'il voie. » Ces mots restèrent en suspension. Jean comprit qu'elle parlait de bien plus que de curiosité. Peut-être parlait-elle aussi du lien qu'elle avait perçu entre son fils et lui. Peut-être savait-elle déjà que l'enfant ressentait une proximité qu'il ne pouvait pas encore expliquer. Peut-être avait-elle peur de ce jour où Lucas poserait la seule question à laquelle elle n'avait pas encore de réponse simple. Les jours passèrent. Lucas s'épanouissait. Il parlait de Jean à l'école, à ses amis. Il racontait leurs expériences, leurs lectures, comme on parle d'un oncle lointain ou d'un vieux sage. Il ne posait pas encore de questions, mais il cherchait. Il observait. Il savait que Jean n'était pas comme les autres adultes de son entourage. Il le regardait avec une forme d'admiration calme, mais aussi de reconnaissance instinctive. Un soir, Jean reçut un message inattendu de Mireille. Quelques mots, simples. « Lucas parle de vous tout le temps. Merci. » Il lut ces mots plusieurs fois, les relut encore, comme si quelque chose s'était déplacé entre eux. Ce n'était pas une ouverture franche. Pas encore. Mais c'était une fissure dans le mur du silence. Et cette fissure lui suffisait, pour le moment. Il monta dans l'ancien grenier, ouvrit les malles où étaient rangées les affaires de Théo. Il retrouva une voiture en bois, un petit train de métal, des livres d'images. Il hésita à en montrer un à Lucas, puis décida de le garder. Encore, il n'était pas prêt. Pas tant que la vérité n'avait pas été nommée,
Mais il sentait que ce moment approchait, que l'équilibre fragile entre passé et présent allait bientôt céder. Jean n'était plus le même homme, et il savait que cette transformation ne venait pas d'une volonté mais d'un enfant. Un enfant qui avait surgi dans sa vie comme une seconde chance imprévue, et que cette fois, il ne laisserait pas lui échapper. Un vendredi après-midi, le ciel au-dessus de la maison Moreau s'assombrissait rapidement. De lourds nuages s'étiraient comme des draps souillés sur l'horizon. La pluie menaçait, mais cela ne dissuada pas Lucas, qui arriva en courant, le sac à dos battant contre ses épaules, les cheveux en bataille, suivi de près par Mireille. Jean les attendait dans le hall d'entrée, tenant dans une main un vieux livre relié de cuir qu'il avait choisi spécialement pour l'activité du jour, une introduction aux mythes grecs, adaptée aux enfants. Lucas, enthousiaste, attrapa le livre sans même retirer son manteau et se lança dans une série de questions sur les dieux, les monstres et les constellations. « Je peux aller lire dans la grande salle, celle avec les coussins rouges ?» demanda-t-il. Jean acquiesça avec un sourire. Mireille, un peu essoufflée, déclara qu'elle s'installerait dans la cuisine. Elle avait apporté un gâteau et proposa de le servir plus tard. Jean la remercia et suivit Lucas à travers le long couloir du premier étage. Le garçon courait, libre, comme s'il connaissait déjà les lieux par cœur. Jean l'observait avec une tendresse silencieuse, admirant son énergie, cette manière qu'il avait de tout transformer en jeu. Mais en franchissant un angle du couloir, Lucas se trompa de porte. Il entra précipitamment dans une pièce que Jean n'avait pas ouverte depuis 6 ans. Le bruit du battant résonna d'un son sourd, familier et douloureux. Jean accéléra le pas, son cœur battant. Mais il ne cria pas. Il s'arrêta simplement sur le seuil. La porte était grande ouverte, et Lucas, debout au centre de la chambre, tournait lentement sur lui-même, les yeux grands ouverts. « C'est à qui cette pièce ?» demanda-t-il, la voix basse, presque respectueuse. Jean ne répondit pas immédiatement. Il entra à son tour à pas lents, comme s'il redécouvrait l'espace. Tout était intact. Les rideaux tirés laissaient passer une lumière tamisée, poussiéreuse. Les jouets étaient à leur place, les livres sur l'étagère, alignés par taille. Le lit, fait à la perfection. Sur le bureau, une voiture miniature, abandonnée, comme si l'enfant allait revenir d'un instant à l'autre pour la récupérer. Lucas avança vers le bureau, toucha délicatement le volant du jouet. Il aimait les voitures. Jean inspira lentement. Oui, il adorait ça. C'était ton fils? Jean acquiesça sans un mot. Lucas resta un instant immobile, puis leva les yeux vers lui. Il est parti? Jean chercha ses mots. Il ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus faire peser trop lourdement la douleur sur les épaules du garçon. Elle est morte, Lucas. Il s'appelait Théo. Le silence s'installa. Lucas n'eut pas peur. Il ne recula pas. Il observa les objets autour de lui, comme s'il tentait de comprendre à travers eux ce que représentait l'absence. Puis il s'approcha du lit, s'assit prudemment sur le bord. Il avait mon âge. Il avait 9 ans, dit Jean. Tu lui ressembles beaucoup. Lucas sourit, baissant les yeux. C'est peut-être pour ça que tu m'aimes bien. Jean sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne répondit pas, incapable de trouver une phrase qui ne trahirait pas son trouble. Il s'agenouilla devant Lucas, posa une main sur son genou. Tu me rappelles ce qu'il y avait de plus beau dans ma vie. Mais tu es différent aussi. Tu es toi. Et je suis très heureux que tu sois ici. Lucas leva les yeux sérieux. Tu crois qu'il serait content qu'on soit amis? Jean sentit les larmes monter, mais il les contint. Il hocha la tête. Oui, je crois qu'il aurait aimé te connaître. Mireille apparut alors à l'entrée de la chambre. Elle avait compris, à la fois par l'absence de bruit dans la bibliothèque et par cette intuition maternelle aiguë, que quelque chose avait changé. En voyant son fils dans la pièce, assis calmement et Jean à ses côtés, elle eut un mouvement de recul puis se reprit. Elle entra doucement. « Lucas, viens, le goûter est prêt. » Le garçon se leva sans protester. Avant de sortir, il se tourna vers Jean. « Je peux revenir dans cette pièce? Pas maintenant, mais un autre jour. » Jean hésita puis répondit avec douceur « Quand tu veux. » Lucas sortit, laissant les 2 adultes seuls. Mireille resta un moment sans parler. Jean, toujours à genoux, se releva lentement. « Tu n'avais jamais laissé entrer personne ici, dit-elle. » Il secoua la tête. « Non, c'était fermé, comme tout le reste pendant des années. » Elle regarda autour d'elle.
Elle se souvenait de cette chambre bien qu'elle n'y soit jamais entrée. Lorsqu'elle avait travaillé pour Jean, autrefois, elle savait qu'un étage était interdit. Elle comprenait maintenant pourquoi. Elle regarda les murs, les jouets, les traces d'une vie arrêtée brutalement. Et elle vit aussi autre chose, l'ouverture. La blessure encore vive mais désormais exposée. « Il est spécial », dit-elle en parlant de Lucas. Jean acquiesça. « Il l'est, comme Théo l'était. Il t'aime déjà. Et moi, j'ai l'impression de revivre à travers lui. » Elle ne répondit pas. Elle savait qu'ils s'approchèrent du point de bascule, celui où la vérité ne pourrait plus rester dissimulée. Elle savait aussi que ce jour-là viendrait bientôt. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était comment elle allait le dire. Comment elle allait mettre en mots ce secret qu'elle avait gardé pendant si longtemps. Car ce n'était plus seulement une question de passé, c'était une question d'avenir. Et le futur de Lucas, désormais, battait au rythme d'un cœur partagé. Le vent soufflait fort ce matin-là. Dans la petite maison de Mireille, les volets claquaient doucement sous les bourrasques et l'air froid s'infiltrait par les jointures des fenêtres. C'était un de ces jours où l'on préférait rester à l'intérieur, boire du thé chaud et trier les souvenirs en silence. Lucas était à l'école. Mireille avait pris un jour de congé, prétextant une migraine auprès de Jean, bien qu'il eût deviné qu'autre chose la retenait à la maison. Elle avait besoin d'un espace, d'une pause, d'un moment à elle seule pour penser, respirer, affronter ce qui commençait à émerger lentement, mais sûrement. Elle avait ouvert une grande malle en bois, oubliée dans le fond du placard, du couloir. Une de ces malles qu'on déplace d'un logement à un autre sans jamais vraiment l'ouvrir. À l'intérieur, des papiers froissés, quelques vêtements de bébé, des dessins anciens, un carnet de grossesse jauni. Mireille fouillait, cherchant elle-même sans savoir quoi. Peut-être un sens à tout cela. Peut-être des preuves qu'elle avait eu raison de se taire. Ou au contraire, des signes qu'elle avait trop longtemps renié une vérité dont elle ne voulait pas porter seule la responsabilité. Ses doigts touchèrent alors une enveloppe cartonnée. Elle la sortit, souffla, la poussière l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs photos prises lors d'un événement d'entreprise. Elle reconnut immédiatement la salle, un cocktail organisé par la société Moreau pour célébrer le lancement d'un nouveau projet. Elle se souvint qu'elle y était allée, contrainte et presque invisible parmi les cadres. Elle feuilleta les images avec une lenteur méditative, et soudain son regard se figea. C'était une photo d'elle. Elle, Mireille Dubois, souriante, un verre à la main, debout à côté de Jean Moreau. Lui aussi souriait, chose rare même à cette époque. Il semblait détendu, presque complice. La lumière captée par l'objectif adoucissait leurs traits. Ce n'était pas une photo posée, mais un instant volé, sincère, un moment qui, à l'époque, lui avait semblé insignifiant et qui maintenant revenait avec le poids d'un millier de non-dits. Elle serra la photo entre ses doigts. Lucas était né 8 mois plus tard. Elle l'avait su immédiatement. Elle n'avait pas eu besoin de tests, de confirmation. Elle n'avait pas eu de relation avec d'autres hommes à cette période. Mais elle n'avait rien dit. Pas par honte, pas par calcul, par peur. Peur que personne ne la croie. Peur d'être vue comme une opportuniste. Peur surtout de l'homme qu'était Jean à cette époque. Distant, puissant, inaccessible. Elle n'avait pas voulu lui imposer un enfant. Elle avait choisi de le garder, de l'aimer seul, sans rien attendre de personne. Et maintenant, cette photo lui sautait au visage comme un rappel cruel. Jean savait peut-être déjà, où il s'approchait dangereusement de la vérité. Chaque regard qu'il posait sur Lucas, chaque mot qu'il prononçait avait changé. Il n'était plus ce patron sévère qu'elle avait connu. Il était devenu attentif, fragile parfois, humain. Et Lucas, de son côté, s'était attaché à lui avec une rapidité déconcertante. Il le regardait comme un guide, un protecteur, presque comme un père. Le soir venu, Lucas rentra de l'école, les joues rouges, les mains froides. Il déposa son cartable, embrassa sa mère, puis remarqua la photo sur la table. Il s'en approcha. « C'est toi, maman ?» Mireille hocha la tête. « Oui, c'était à l'époque où je travaillais dans une grande entreprise. »« Et c'est monsieur Jean avec toi ?» demanda-t-il en pointant l'image. Elle se tendit légèrement. « Toi, c'est lui. Vous étiez amis ?» Elle sourit, un sourire douloureux. « Pas vraiment. On ne se connaissait pas beaucoup. » Lucas sembla réfléchir. Il regarda la photo encore un moment, puis la reposa sans insister. Il était à l'âge où les questions surgissaient naturellement.
mais où les réponses floues suffisaient encore, tant qu'elles étaient données avec une certaine tendresse. Ce soir-là, Mireille attendit que Lucas dorme. Elle s'assit dans le salon, enroulée dans un vieux châle, et contempla longuement l'image. Elle se demandait ce que Jean pensait exactement. Il n'avait encore rien dit, mais il savait. Elle l'avait vu dans ses yeux, dans son attitude. Il ne la questionnait pas, mais il approchait chaque jour un peu plus du cœur de ce qu'elle avait caché. Elle ne savait pas s'il lui en voulait. Elle ne savait pas non plus comment il réagirait, s'il entendait la vérité de sa bouche. Elle repensa à cette nuit, celle qu'ils avaient partagée presque par hasard. Une nuit simple, sans promesse, deux êtres seuls, fragiles à leur manière, se retrouvant dans un moment suspendu. Elle n'avait jamais cherché à revoir Jean après. Elle avait démissionné à la fin de son contrat, trouvé un autre emploi, puis s'était consacrée entièrement à sa grossesse. À aucun moment elle ne s'était imaginée revenir dans son univers. Et pourtant, la vie avait fait ce détour inattendu, cruel et magnifique à la fois. Elle rangea la photo dans une enveloppe et la glissa dans son sac. Demain, elle irait le voir. Elle n'en pouvait plus de ce silence. Lucas avait le droit de connaître son histoire. Et Jean avait le droit de savoir ce qu'il avait perdu sans jamais le savoir. Ce ne serait pas simple, ce ne serait pas doux, mais ce serait vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à poser des mots sur cette histoire, non pour elle, mais pour celui qui, sans le savoir, emportait déjà les traces dans ses gestes, ses silences et son sourire. Le matin était calme, presque irréel. Le ciel avait cette teinte uniforme et laiteuse des jours où le temps semble suspendu. Jean avait passé la nuit à relire les carnets de Théo, des dessins d'enfance, des mots simples tracés avec application, parfois illisibles, parfois lumineux de sens. Chaque page était un fragment d'un monde perdu. Et pourtant, quelque chose de nouveau s'était installé en lui. Il ne ressentait plus cette douleur coupante comme un éclat de verre dans la poitrine. Il y avait autre chose maintenant. Une tension, oui, mais aussi une attente. Il avait reçu un message bref de Mireille. « Puis-je venir parler avec vous ?» Seul. Il n'avait pas répondu immédiatement, mais son cœur avait su. Il avait senti que l'heure était venue, que la vérité, après des années de silence, allait enfin sortir de l'ombre. Il fit préparer le salon, demanda à ne pas être dérangé. Il n'attendait rien de spécifique. Il ne voulait pas construire de scénario dans son esprit. Il voulait simplement écouter. Lorsque Mireille arriva, elle était vêtue simplement, sans phare. Elle tenait son sac à deux mains, serré contre elle. Son visage était tendu, mais ses yeux déterminés. Jean lui ouvrit lui-même, l'accueillit d'un hochement de tête, puis l'invita à s'asseoir. Aucun d'eux ne parla pendant plusieurs minutes. Le silence s'installa comme un troisième personnage dans la pièce. Ils se regardèrent, et dans ce regard, il y avait l'écho de tout ce qui n'avait jamais été dit. « Vous savez, » commença Mireille d'une voix basse, « que Lucas vous ressemble. » Jean ne répondit pas tout de suite. Il laissa ce constat flotter dans l'air. « Oui, » dit-il simplement. « Je l'ai vu dès le premier instant. » Mireille hocha la tête, puis sortit une enveloppe de son sac. Elle la posa sur la table entre eux. Jean la prit, l'ouvrit. Il reconnut immédiatement la photo, celle du cocktail, prise des années plus tôt. Il se vit à côté d'elle, souriant. Il se souvint enfin, avec une netteté presque douloureuse. Le verre partagé, la soirée prolongée, la fragilité dans ses gestes, et le silence du lendemain, le vide qui avait suivi. « Je suis tombée enceinte peu de temps après, » dit-elle. Elle parlait sans détour, avec une gravité tranquille. « Je n'ai jamais cherché à vous contacter. Je n'ai jamais voulu quoi que ce soit de vous, ni argent, ni position. J'ai fait ce choix seul, parce que j'avais peur, parce que je ne vous connaissais pas assez, et parce que vous étiez déjà père à l'époque. » Jean serra la photo entre ses doigts. Il ne bougea pas, mais tout son corps vibrait d'une tension nouvelle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. Mireille inspira profondément. « Parce que Lucas vous aime, parce que vous êtes déjà dans sa vie, et parce que je vois chaque jour ce lien se renforcer. Je ne peux plus le nier. Il sent qu'il y a quelque chose, et il mérite de savoir. » Jean releva les yeux vers elle. Il cherchait à percevoir dans ses traits la vérité, non celle des mots, mais celle du cœur. Il n'y avait ni mensonge, ni manipulation. Seulement une femme droite, usée par le silence, et prête à affronter les conséquences de son choix. « Est-ce que vous avez douté ?»
À un moment, demanda-t-il. Jamais, répondit-elle. Je savais que c'était vous. J'ai porté ce secret parce que je croyais que c'était mieux. Pour lui, pour vous, pour moi. Jean se leva, fit quelques pas dans la pièce. Il se dirigea vers la fenêtre, regarda le jardin nu. Il se sentait à la fois vidé et empli, comme si quelque chose en lui se remettait à circuler. Il n'éprouvait pas de colère, ni de soulagement. Ce qu'il ressentait était plus complexe, plus ancien. Un mélange de regret, de joie contenue et surtout d'un vertige immense. « Est-ce qu'il sait ?» demanda-t-il sans se retourner. « Non, je ne lui ai jamais parlé de son père. Je disais que c'était une histoire compliquée, qu'il n'avait pas été là, mais qu'il n'était pas un mauvais homme. Elle a le droit de savoir. » Mireille acquiesça. « Oui, mais je voulais que ce soit clair entre nous d'abord. Je voulais que vous sachiez que je n'attends rien. Je ne cherche pas à vous imposer une place, seulement à vous dire la vérité, et à vous laisser décider. » Jean revint vers elle. Il s'assit, cette fois plus près. Ses mains étaient posées à plat sur ses genoux. Il parlait plus doucement maintenant. « Ce que je veux, c'est être là, pour lui. Pas comme un bienfaiteur, pas comme un étranger avec de beaux livres. Je veux être son père. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si j'en suis encore capable. Mais je veux essayer. » Mireille le regarda longuement. Elle voyait dans ses yeux une émotion qu'elle n'avait jamais vue. Elle sentit que cette conversation, si elle ne changeait pas le passé, ouvrait un avenir incertain, imparfait, mais réel. « Il faudra y aller doucement, dit-elle. Il est sensible, il ressent tout, et il pose des questions qu'on ne sait pas toujours répondre. Je lui dirai la vérité, à sa mesure, avec des mots simples, mais vrais. » Ils restèrent là, côte à côte, silencieux à nouveau. Pas un silence de gêne cette fois, un silence plein, chargé. Jean savait que rien ne serait facile, qu'il ne pourrait jamais rattraper les années perdues. Mais pour la première fois depuis la mort de Théo, il se sentait vivant. Non pas à cause d'une nouvelle chance, mais parce qu'il avait trouvé un fils, un enfant qu'il n'avait jamais cherché, mais qui, en venant vers lui, avait rallumé une lumière qu'il croyait éteinte à jamais. Jean passa les jours suivants dans un état étrange, entre euphorie contenue et vertige émotionnel. Il revivait la conversation avec Mireille en boucle dans son esprit, s'accrochant à chaque mot, à chaque nuance de silence. Il ne l'avait pas revue depuis cet échange décisif, comme s'ils avaient instinctivement compris qu'un espace de réflexion était nécessaire. Mais le lien entre eux n'avait pas été rompu. Au contraire, il s'était affermi dans l'absence comme un pont qui désormais ne pouvait plus être effacé. Dans la grande maison vide, Jean se surprenait à penser à l'avenir, pas à ses affaires, ni à ses investissements, mais à Lucas, à ce qu'il pouvait lui offrir, non pas matériellement, mais humainement. Il se rappelait les jours avec Théo, les matins passés à lui faire réciter ses poésies, les soirées à construire des circuits de train sur le parquet du salon. Il s'était souvent demandé ce qu'il aurait changé s'il avait su que le temps était compté, et voilà qu'un autre enfant lui était offert, sans qu'il l'ait mérité, sans qu'il l'ait prévu. Un soir, alors qu'il écrivait dans un carnet une habitude nouvelle née de ce bouleversement intérieur, il décida de partir quelques jours. Il avertit son personnel, repoussa ses rendez-vous, s'isola dans sa maison de campagne, au pied des collines du Beaujolais. Là, entouré de silence et de pain, il marcha longuement, lut, relut les lettres de Théo, les dessins de Lucas. Il prit le temps de confronter ses sentiments sans fuir. Il pensait aussi à Mireille, à sa solitude choisie et assumée, à sa force discrète. Il comprenait maintenant qu'elle n'avait pas agi par orgueil ni par peur, mais par amour. Un amour protecteur, féroce, qui lui avait dicté de ne jamais imposer la vérité. Elle avait préféré le silence au risque de troubler une vie qu'elle croyait figée. Et maintenant, elle lui offrait cette vérité, non comme une charge, mais comme une clé. À son retour, il demanda à la voir. Il ne voulait pas que les choses traînent. Elle accepta de le recevoir chez elle, un samedi en fin d'après-midi. Jean arriva sans cadeau, sans prétention, simplement avec cette décision gravée en lui. Mireille lui ouvrit, visiblement tendue. Lucas était chez un ami. Il serait seul. Ils s'installèrent dans le petit salon, celui où Jean avait vu l'enfant pour la première fois, à travers la fenêtre. L'air semblait chargé de sens, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient. Jean parla le premier. « J'ai réfléchi, j'ai pris le temps qu'il me fallait, et je suis certain de ce que je veux. » Mireille le regarda sans l'interrompre.
Je veux faire partie de la vie de Lucas, pas en pointillé, pas comme une figure lointaine. Je veux être là chaque jour. Je veux qu'il sache que je suis son père. Je veux l'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il me rappelle. » Elle resta silencieuse un instant. Il y avait dans ses yeux un éclat qu'il n'avait encore jamais vu. Pas de peur, pas de colère, de la reconnaissance peut-être, et aussi une forme de soulagement. « Il t'a choisi, murmura-t-elle, sans même savoir pourquoi. Il t'a ouvert son cœur naturellement. Je ne l'ai pas empêché. Mais j'avais peur que tu partes, que tu entres, puis disparaisses à nouveau. » Jean secoua la tête. « Je suis resté trop longtemps absent. Mais maintenant je suis là, pour lui. Pour toi aussi, si tu le permets. » Elle détourna les yeux émus. Elle n'avait jamais attendu de promesse, encore moins d'avenir commun. Elle avait simplement voulu que Lucas connaisse la vérité. Mais maintenant que celle-ci était dite, elle ne savait plus comment se positionner. « Il faut y aller doucement, dit-elle. Je sais, je ne veux pas bouleverser son monde. Mais je veux qu'il ait la vérité, qu'il sache que ce qu'il ressent n'est pas une illusion, que l'intuition qu'il a eue depuis le début n'est pas un rêve. Il faudra lui parler ensemble, dit-elle enfin. Pas comme deux adultes imposant un fait, mais comme deux parents lui tendant la main. Jean acquiesça. Il avait attendu ces mots. Il savait que c'était la seule manière possible. Pas de déclaration, pas de théâtre. Juste la vérité offerte avec douceur. Avant de partir, il posa la main sur l'épaule de Mireille. Ce fut un geste simple mais chargé de sens. Elle ne le repoussa pas. Elle ne le retint pas non plus. Ils savaient tous les deux que le prochain pas ne dépendait plus que d'eux. Le lendemain, Jean alla chercher Lucas à l'école. Ce n'était pas prévu, mais Mireille l'avait autorisé. Le garçon courut vers lui, les bras grands ouverts. Ils passèrent l'après-midi ensemble, à construire une maquette de fusée, à parler des étoiles, à rire. Jean le regardait avec une tendresse nouvelle. Il ne projetait plus sur lui le souvenir de Théo. Il voyait Lucas pour ce qu'il était. Un enfant curieux, courageux, plein de vie. En le raccompagnant, Jean sentit le poids de la vérité qui approchait. Mais il ne le craignait plus, car il savait que, cette fois, il ne fuirait pas. Il était prêt à être un père. Pas le père parfait, mais un père réel, présent, aimant. Et cela, il n'allait plus le laisser lui échapper. Le jour était venu. Mireille avait préparé Lucas dès le matin, sans lui dire précisément ce qui allait se passer, mais en insistant sur le fait qu'une conversation importante aurait lieu dans l'après-midi. Le garçon, curieux, avait posé plusieurs questions, mais elle s'était contentée de lui dire qu'il comprendrait tout au bon moment. Elle l'avait habillé avec soin, un pull bleu marine qu'il aimait beaucoup, un jean propre, ses baskets préférées. Il avait senti qu'il ne s'agissait pas d'un simple rendez-vous, mais d'un moment qui marquerait quelque chose. Jean arriva à l'heure convenue. Il portait une veste sobre, le regard calme mais grave. Il avait préparé mentalement chaque mot, mais savait aussi que rien ne se passerait exactement comme prévu. On ne planifie pas une révélation de cette nature. On l'accueille, on la traverse et on tente de la rendre la plus douce possible. Lorsqu'il entra dans la petite maison, Lucas courut vers lui, comme à son habitude, sans méfiance. Il s'installa immédiatement à ses côtés, lui montrant un dessin qu'il avait fait pendant la matinée. Un homme, un enfant, un ciel rempli d'étoiles. « C'est toi et moi, » dit Lucas fièrement. Jean sourit, touché. Il regarda Mireille. Elle hocha doucement la tête. C'était le moment. Ils s'installèrent tous les trois dans le salon. Jean demanda à Lucas de s'asseoir entre eux. Il le regarda un instant, puis prit une inspiration lente. « Lucas, tu sais que j'aime passer du temps avec toi et que je suis très heureux à chaque fois qu'on se voit. » Le garçon acquiesça, le regard sérieux. Il sentait que ce que Jean allait dire était important. « Il y a quelque chose que je veux te dire, quelque chose que ta maman et moi avons gardé pour plus tard parce que ce n'était pas facile à expliquer. » Lucas se tourna vers sa mère. Elle lui sourit, posant une main sur son épaule. « C'est quelque chose de vrai, mon cœur. Quelque chose que tu as le droit de savoir. » Jean continua, la voix posée mais chargée d'émotion. « Lucas, je suis ton père. » Le silence qui suivit fut dense, presque palpable. Le garçon cligna plusieurs fois des yeux, comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Puis il regarda à nouveau sa mère, comme pour confirmer. Elle hocha lentement la tête, les yeux brillants. « C'est vrai ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus aiguë. « Oui » répondit Mireille. « C'est vrai. » Lucas ne pleura pas, il ne cria pas, il ne se leva pas. Il resta assis,
les mains posées sur ses genoux. Il semblait digérer l'information, pièce par pièce. Puis il regarda Jean longuement. « Depuis quand tu le sais ?»« Depuis peu, admit Jean, mais je crois que, quelque part, je l'ai senti dès le début. Il y avait quelque chose en toi, quelque chose que je reconnaissais sans savoir pourquoi. » Lucas fronça les sourcils. « Et toi, maman, tu savais depuis toujours ?»« Oui, dit-elle, mais j'ai eu peur, peur de bouleverser ta vie, peur que Jean ne veuille pas de toi, peur qu'il parte. » Le garçon baissa les yeux, puis il souffla. « Mais il n'est pas parti. »« Non, répondit Jean, je suis là. Et je veux rester. Si tu veux de moi, bien sûr. » Il y eut un moment de flottement, puis Lucas se leva, marcha vers Jean et s'arrêta juste devant lui. « Tu veux être mon papa, pour de vrai ?» Jean le regarda, le cœur battant. Plus que tout. Lucas hésita une seconde, puis se pencha et l'enlaça. Ce fut un geste simple, instinctif, pur. Jean referma ses bras autour de lui, les yeux humides. Il sentit la chaleur de ce petit corps contre le sien, la confiance absolue qu'un enfant peut donner quand il choisit d'aimer. Mireille les regardait, le visage baigné d'une émotion silencieuse. Elle n'avait pas prévu cette scène. Elle s'était préparée à toutes les réactions possibles, mais pas à cette évidence-là. Elle comprit à cet instant précis que le choix qu'elle avait fait autrefois, celui du silence, de la protection, de l'amour solitaire, venait de trouver son épilogue, et que désormais, ils étaient trois. Le reste de l'après-midi se déroula dans une douceur étrange. Lucas posa des questions, beaucoup. Il voulait savoir ce que Jean aimait quand il était petit, ce qu'il faisait comme métier, s'il avait des animaux, s'il savait faire du vélo. Jean répondait à tout, avec patience, avec vérité. Par moments, l'émotion revenait en vagues, mais elle n'était plus douloureuse. Elle était vive mais belle. Ils dînèrent ensemble. Mireille avait préparé un gratin que Lucas adorait. Le garçon parlait, riait, sautait d'un sujet à l'autre. Et pour la première fois depuis des années, Jean rit aussi. Un rire plein, vrai, presque oublié. Un rire qui déliait les douleurs anciennes, qui ouvrait une brèche lumineuse dans le cœur refermé de l'homme qu'il avait été. Lorsque Jean rentra chez lui ce soir-là, le silence de sa maison ne lui parut plus, aussi pesant. Il marcha jusqu'à la chambre de Théo. Il l'ouvrit sans crainte. Il regarda les jouets, les livres, puis il s'assit sur le lit et ferma les yeux. Il n'oubliait rien. Il ne remplacerait jamais ce qu'il avait perdu. Mais il savait désormais que l'amour pouvait renaître sous une autre forme, dans un autre regard. Et qu'il pouvait enfin recommencer à vivre. Pour Lucas, pour Mireille, pour lui-même. Le printemps était revenu sur Lyon avec une douceur inhabituelle. Les arbres bourgeonnaient déjà, les rues s'emplissaient du chant des oiseaux. Et la lumière dorée et pleine caressait les façades anciennes des maisons avec tendresse. Dans la demeure Moreau, longtemps figée dans un hiver intérieur, les fenêtres étaient désormais ouvertes. L'air circulait librement entre les pièces, emportant avec lui les dernières traces de silence et de deuil. Jean, vêtu simplement, parcourait la maison en observant les changements, petits mais symboliques, qui avaient transformé son univers depuis l'arrivée de Lucas. Le garçon venait presque chaque jour maintenant. Il avait un coin à lui dans la bibliothèque, un tiroir rempli de crayons, de carnets et de petites inventions. Il connaissait les pièces par cœur, appelait chaque domestique par son prénom et avait même apprivoisé le vieux chien que Jean avait adopté sur un coup de tête, quelques mois plus tôt. Le matin, on entendait sa voix résonner dans les couloirs, ses pas légers, son rire franc. La maison avait repris vie à travers lui, non pas en remplaçant Théo, mais en donnant un nouveau sens à cette absence. Un samedi, Mireille arriva plus tôt que d'habitude. Elle portait une boîte dans les bras. Jean, intrigué, vint l'accueillir. À la porte. « Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, mais Lucas voulait faire ça depuis des semaines. » Ils ouvrirent la boîte ensemble dans le salon. À l'intérieur, un cadre en bois clair fait main. Et dans le cadre, une photo. Lucas, Jean et Mireille, souriant, assis sur un banc du jardin, prit un jour de soleil éclatant. C'était la première photo des trois. Le cliché avait été pris par l'un des jardiniers, sur demande discrète de Lucas. Jean resta longtemps à la contempler. Il y avait dans cette image une lumière nouvelle. Quelque chose d'authentique, de simple et de bouleversant. Il voulait qu'elle soit accrochée ici, dit Mireille. Jean hocha la tête.
Il appela le majordome et demanda qu'on l'accroche dans le salon principal, à côté du grand miroir. Le cadre fut fixé en fin de matinée. Lucas, lorsqu'il entra et vit la photo accrochée, sourit avec fierté. « Comme ça, même quand on n'est pas là, on est ensemble », dit-il. Jean s'agenouilla à sa hauteur, l'embrassa sur le front. Il ne répondit rien, mais son regard en disait long. Dans ce portrait, il ne voyait pas seulement une image figée, il y voyait un avenir, une rédemption, une promesse tenue. Au fil des mois, la relation entre Jean et Mireille s'était transformée, lentement sans brusquerie. Ils n'avaient pas mis de mots sur ce qu'ils construisaient, mais chacun des gestes quotidiens, des silences partagés, des regards échangés, racontait une histoire d'union, d'écoute, de soutien. Ils étaient devenus partenaires, parents, compagnons d'un chemin imprévu. Il n'y avait pas eu de déclaration, pas de grand bouleversement romantique. Mais il y avait l'essentiel, la constance, la présence, la confiance. Lucas grandissait vite. Il posait des questions sur Théo parfois. Jean lui parlait de son frère avec sincérité, sans excès de tristesse. Il lui racontait les jeux, les rêves, les aventures. Lucas écoutait attentivement, avec cette sensibilité particulière qui le caractérisait. Il savait qu'il n'était pas là pour remplacer quelqu'un. Il savait qu'il était lui, Lucas, aimé pour ce qu'il était, accepté dans toute son unicité. Et cela suffisait. Un jour de mai, Jean reçut une lettre manuscrite. Une vieille connaissance, un ancien associé, l'invitait à reprendre une partie de ses affaires. Il lut la lettre, la posa, puis regarda par la fenêtre. Lucas et Mireille étaient dans le jardin, jouant avec le chien. Il les observa longuement, puis sans hésiter déchira la lettre. Il avait trouvé autre chose, bien plus précieux qu'un empire financier. Il avait trouvé sa place, non dans le contrôle du monde extérieur, mais dans l'intimité d'un quotidien partagé. Un dimanche, lors d'un déjeuner, Lucas proposa un nouveau projet. Et si on écrivait un livre tous les trois? Une histoire où il y aurait un papa qui retrouve son fils, une maman très forte et un garçon qui découvre les étoiles. Jean et Mireille échangèrent un regard complice. Ils acquiescèrent. L'idée prit rapidement forme. Chaque soir, Lucas dictait des idées, Jean les écrivait, Mireille illustrait. Ce fut leur aventure à eux, un récit inventé mais traversé de vérités profondes. À la fin de l'été, le livre fut terminé. Ils n'en firent pas un projet d'édition, mais un exemplaire unique, relié, qu'ils conservèrent dans la bibliothèque. Un matin, Jean entra dans la chambre de Lucas pour le réveiller. L'enfant dormait profondément, le visage paisible. Jean s'assit au bord du lit, le regarda longuement. Il pensa à Théo, bien sûr, mais il pensa surtout à ce que Lucas lui avait appris, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour réparer, pour reconstruire. Il avait cru que la vie lui avait tout pris, mais elle lui avait offert, sans prévenir, une seconde chance. Et cette fois, il l'avait saisie. Ainsi, dans la maison Moreau, l'histoire d'un deuil s'était transformée en histoire d'amour. Non pas une histoire parfaite, mais une histoire vraie. Et sur le mur du salon, face au miroir ancien, le portrait de famille rappelait à chacun que la vie ne rend pas toujours ce qu'elle a pris, mais qu'elle peut offrir autre chose. Quelque chose de nouveau, quelque chose de beau.